L'Afrique est un continent diversifié doté de nombreuses opportunités commerciales du fait de sa diversité climatique. De nombreuses régions de ce continent sont soumises à des conditions de sécheresse, ce qui a incité les plantes indigènes ou non à développer des mécanismes de résistance pour prospérer dans ces environnements hostiles. Au-delà de leur résilience, certaines de ces plantes offrent un immense potentiel commercial. Dans cet épisode, nous vous explorerons quelques exemples de plantes cultivées ou présentes en Afrique résistantes à la sécheresse et les opportunités d'affaires qu'elles pourraient générer. Restez bien jusqu'au bout parce que vous ne vous attendrez certainement pas au dernier exemple. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agroeden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agroeden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. La première plante dont je vais vous parler, c'est l'aloe vera. Les aloès sont des plantes succulentes ou plantes grasses. On en retrouve un peu partout en Afrique, mais surtout dans les zones sèches où les terres sont peu fertiles et dégradées. Quel est leur mécanisme de survie aux conditions arides? C'est le stockage de l'eau dans les feuilles charnues. En termes de produits, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon demain nous y sommes encore. En tout cas, les produits transformés de l'aloe vera sont à destination de l'industrie cosmétique. Personnellement, j'en utilise pour le visage et la peau, même pour les cheveux. Il m'arrive aussi d'en consommer en tant que boisson ou en tant que complément alimentaire. L'aloe vera est riche en antioxydants, en vitamines et oligo-éléments. Bref, pour moi, c'est vraiment un incontournable. La deuxième plante, c'est le baobab. Les baobabs sont emblématiques en Afrique et pour en avoir vu à Madagascar, c'est réellement impressionnant. On en rencontre dans la plupart des régions semi-arides et subhumides du sud du Sahara ainsi qu'à Madagascar. Mais comment font-ils ces baobabs pour survivre aux longues périodes de sécheresse? Il faut savoir que le baobab a la capacité de stocker de grandes quantités d'eau dans son tronc. Cette adaptation lui permet de survivre pendant les périodes de sécheresse prolongée. Il y a 3 mécanismes qui rentrent en compte. Le premier concerne les racines du baobab. Elles peuvent s'étendre sur de grandes distances et atteindre des profondeurs considérables. Cela lui permet d'aller chercher l'eau en profondeur même lorsque la surface du sol est sèche. L'écorce du baobab est épaisse et fibreuse, et donc ça lui permet de protéger l'arbre contre la chaleur intense et de réduire la perte en eau par évaporation. Le dernier point, c'est que le baobab a la capacité de perdre ses feuilles pendant les périodes de sécheresse, peut-être pour réduire la transpiration et économiser l'eau. Les produits issus du baobab sont issus du fruit. On peut en faire de la confiture, du nectar, de la poudre pour la pâtisserie. Le baobab est également exploité en cosmétique, notamment son huile qui a des propriétés réparatrices et apaisantes. Elle serait également indiquée pour les vergetures. La troisième plante, c'est le sorgho. Le sorgho est une céréale résistante à la sécheresse, couramment cultivée en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale. Le sorgho est capable de pousser dans des conditions de faible pluviométrie. Il est d'ailleurs de plus en plus cultivé en Occident pour remplacer le maïs exigeant en eau et servi en tant que fourrage pour les animaux. Certaines variétés de sorgho ont la capacité de limiter les pertes en eau des feuilles quand l'air est trop sec et trop chaud, ce qui permet de conserver l'eau du sol et de la rendre disponible pour les phases critiques du cycle. De plus, le système racinaire du sorgho permet à la plante de s'implanter plus profondément. Et cela contribue à la lutte contre l'érosion des sols également. En plus d'être résistant au stress hydrique, le sorgho résiste aussi au stress thermique, rendant la plante plus résiliente que le maïs lorsque les jours de forte chaleur s'accumulent. Enfin, le sorgho est peu attaqué par les ravageurs, ainsi le recours aux pesticides est réduit. Il est peu exigeant en éléments fertilisants, donc l'ajout d'engrais chimiques ou organiques n'est pas nécessaire, ce qui en fait une culture économique. Les produits du sorgho sont les grains de sorgho évidemment, on peut en faire de la vodka, de la bière,
des pâtes, de la farine et du fourrage pour les porcs, les poulets et les animaux de compagnie. Maintenant parlons du mil. Comme le sorgho, c'est une céréale très répandue en Afrique et prisée pour sa résistance à la sécheresse dans les régions arides. Le mil est aussi capable de réduire sa surface foliaire pour économiser un maximum d'eau. De plus, la plante bénéficie d'un système racinaire qui permet d'optimiser l'acquisition de l'eau dans le sol. Les racines du mil sont relativement fines, ce qui réduit leur coût métabolique, c'est-à-dire la quantité de carbone issue de la photosynthèse utilisée pour la construction et l'entretien d'une unité de longueur de racine. Cela leur permet d'avoir un système racinaire très étendu afin d'explorer et d'exploiter un important volume de sol. Et dernière chose, la capacité à fleurir très précocement du mil est un réel avantage car cela lui permet de terminer son cycle de culture rapidement avec très peu d'eau. Le mil est une céréale, donc on peut consommer ses grains, faire du couscous, du dégué, de la farine, etc. Cinquième plante, le dattier du désert. Cette plante est bien adaptée aux régions arides d'Afrique du Nord, ainsi que dans la zone sahélienne et au Soudan. Le dattier du désert a également développé de nombreuses adaptations. Parlons de la pubescence qui se réfère aux poils présents sur la plante. Elle aide à réduire la perte d'eau par évaporation en créant une couche protectrice qui limite l'évaporation de l'humidité des feuilles. Deuxième adaptation, la sclérification, qui est le durcissement des tissus végétaux, permettant alors à la plante de résister à la déshydratation en renforçant ses tissus et en les rendant plus résistants à la perte d'eau. Les feuilles coriaces, qui sont épaisses et rigides, réduisent la surface d'évaporation et limitent encore une fois la perte d'eau par transpiration. Les rameaux chlorophylliens réduits à l'état d'épines sont une autre adaptation du dattier du désert pour résister à la sécheresse. En réduisant la surface foliaire, la plante réduit également la perte d'eau par transpiration. Enfin, la plante est dotée d'un régime racinaire double. Des racines en surface qui captent l'eau aussitôt tombée et des racines en profondeur puisant l'eau jusqu'à 7 mètres. Les usages de la datte du désert sont d'ordre alimentaire. Les feuilles sont consommées ainsi que la pulpe des fruits et les amandes. Le dattier du désert peut être utilisé comme traitement en médecine traditionnelle. Il sert à la fabrication de poisons utilisés pour la pêche, de savon pour la lessive, d'encre ainsi que de teinture pour les cuirs. En cosmétique, on extrait de l'huile pour la peau et les cheveux. Sixième et dernière plante, l'acacia. De nombreuses espèces d'acacia en Afrique sont bien adaptées au climat aride et semi-aride. Comment font-ils? 3 mécanismes entrent en jeu ici. Le premier, les acacias ont des racines qui peuvent s'étendre en profondeur dans le sol pour trouver de l'eau, même dans des conditions de sécheresse. Cela leur permet de puiser l'humidité des couches plus profondes du sol. Deuxième mécanisme, certains acacias ont des feuilles modifiées appelées phyllodes qui sont plus petites et plus épaisses que les feuilles normales. Ces phyllodes permettent de réduire la surface d'évaporation, ce qui aide l'arbre à conserver l'eau pendant les périodes de sécheresse. Troisième mécanisme, ce sont les associations symbiotiques. Certains acacias établissent des associations symbiotiques avec des bactéries fixatrices d'azote dans leurs racines. Ces bactéries aident à fixer l'azote atmosphérique et à le rendre disponible pour l'arbre, ce qui lui permet de survivre dans des sols pauvres en nutriments. Quel produit peut-on obtenir avec l'acacia? La gomme arabique. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, non? Tous les acacias ne produisent pas la gomme arabique, mais seulement l'acacia sénégal, l'acacia polyacantha et moindrement l'acacia seyal. L'aire géographique s'étend du Sénégal-Mauritanie jusque vers la mer Rouge. D'ailleurs, le Soudan est le principal producteur de gomme d'acacia. Ils offrent près de 70% de la production mondiale. Pour cela, il faut inciser l'écorce des acacias selon différentes techniques. Incision, arrachement de l'écorce, etc. L'objectif est bien évidemment de recueillir la gomme arabique qui s'écoule naturellement au travers des incisions faites à l'écorce des arbres. Plus ces incisions sont nombreuses, plus le rendement est important, c'est logique.
En revanche, la quantité récoltée varie en fonction des arbres, de 20 à 2000 grammes par individu, soit en moyenne 250 grammes par arbre. La récolte aurait lieu de décembre à juin. Si la production mondiale dépasse 60 000 tonnes, je vous laisse calculer le nombre d'acacias qu'il a fallu inciser. Le Tchad exporte 20 000 tonnes, ce qui fait de lui le deuxième exportateur de gomme arabique en Afrique après le Soudan, qui en exporte 30 000 tonnes. Vous consommez certainement la gomme d'acacia ou gomme arabique sans le savoir. En Afrique, la gomme est utilisée comme friandise à mâcher, agent de solidification et de brillance dans les textiles, en soins pour le traitement de la peau, des blessures, en tant qu'agent dans le bâtiment pour assurer l'imperméabilité des toitures. En Occident, la gomme arabique est utilisée pour le collage d'étiquettes, les enveloppes ou les timbres, pour améliorer la stabilité des émulsions. Dans l'agroalimentaire, la gomme arabique est désignée par le code E414. La gomme arabique stabilise également les matières colorantes des vins rouges ou sert de fixatif pour les peintures. Enfin, en cosmétique, elle facilite la tenue des mascaras et eyeliners. En conclusion donc, l'Afrique possède un trésor de plantes résistantes à la sécheresse, offrant une multitude d'opportunités commerciales. Exploiter ces ressources non seulement stimulera l'économie, mais contribuera également à la sécurité alimentaire et à la subsistance des populations locales. La diversité de ces plantes et de leurs utilisations crée un terrain fertile pour les entrepreneurs cherchant à développer des activités commerciales durables et bénéfiques pour l'Afrique. Cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez me retrouver ailleurs que sur YouTube, je vous donne rendez-vous sur Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous.